Ok, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Fut un temps, sur cette merveilleuse chaîne YouTube, une grosse partie de mes vidéos consistait à vous apprendre des choses sur le domaine du cinéma, à travers des espèces de tutos, dans lesquels j'étais assis tel un mafieux dans un fauteuil en cuir. Je vous ai appris à rédiger un scénario, comprendre la prise de son, comment filmer avec votre portable et notamment à maîtriser l'utilisation du fond vert. Et lorsqu'on a l'occasion de discuter, vous et moi, que ce soit dans les commentaires d'une vidéo, sur Instagram, sur Twitter, ou même dans la rue, vous me demandez la même chose. Quand est-ce que tu reprends les vidéos sur le cinéma? Eh bien nous y sommes, et ça m'avait manqué bordel. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, et à la fin de cette vidéo, croyez-moi les amis, vous en saurez plus sur les étapes à franchir pour partir de ça et arriver à ce résultat. This is not over! Et là vous vous dites, wow, ces effets spéciaux sont foutrement bien faits. Bim, première erreur. Ça, ce que vous venez de voir, ce ne sont pas des effets spéciaux. Ce que vous venez de voir, ce sont des effets visuels. Quand on parle d'effets spéciaux, ce sont des trucages, du genre une arme factice qui, lorsqu'elle tire sur un acteur ou une actrice, fait gicler du sang, qui provient d'une petite poche de sang enclenchée par un technicien ou par l'acteur lui-même. Ou bien, notre exemple, quand on tourne le Seigneur des Anneaux et qu'il faut réduire la taille des hobbits, on les éloigne des autres personnages et grâce à un jeu de perspective, ils paraissent plus petits. On peut réduire mais aussi agrandir la taille. Toujours dans le Seigneur des Anneaux, il valait mieux filmer des décors sous forme de maquettes extrêmement bien détaillées pour que sur grand écran on se fasse avoir et que putain on ait trop envie de s'y installer. Trouver genre, allez, un appartement de 30 mètres carrés chez les elfes. Pourquoi habiter avec eux? Mais non, ça n'existe pas Sofiane, on te l'a déjà répété. Tout est faux, ce sont des putains de maquettes. On ne peut pas louer un appartement chez les elfes du Seigneur des Anneaux. C'est bon, j'ai compris. Arrêtez avec ça. Ok, mais est-ce qu'ils existent vraiment les elfes? Non Sofiane, ce sont des comédiens qui à l'aide d'un trucage et plus précisément d'un maquillage et d'un costume original ressemblent à des elfes. Et les orques? Les orques, pareil Sofiane. Les orques, les gobelins de Harry Potter, les vaisseaux de Star Wars, certains dinosaures de Jurassic Park, certains, mais pas tous, sont des effets spéciaux, des maquettes, des trucages ou des machines. Vous avez pigé le truc? Le maquillage, les costumes originaux, le faux sang, certaines explosions, les cascades de voitures, les animatroniques, les maquettes, tout ça, ce sont des trucages, des effets spéciaux. Parce qu'ils existent vraiment. Ah, donc ils existent vraiment. Excuse-moi. Et pour les dragons? Pour les dragons, c'est autre chose. Et nous en arrivons aux effets visuels. Et c'est surtout dans ce cas-là où il y a pas mal d'étapes à franchir avant d'arriver à un résultat correct. L'ordre de ces étapes peut évidemment être modifié en fonction du projet et de l'ampleur du film. Mais quoi qu'il arrive, il faut bien démarrer quelque part. Et la première étape des effets visuels est en général ce qu'on appelle le tracking. Le tracking, qui veut dire suivi en français, est un procédé qui consiste à suivre un certain nombre de points sur une prise de vue fraîchement sortie de la caméra. Voilà, c'est tout. Je me fous de votre gueule, c'est pas tout. Suivre un point permet plusieurs choses. La première est de pouvoir copier les déplacements exacts de ce point, pour ensuite les appliquer sur un autre élément qu'on va ajouter à l'image. Disons qu'on ajoute une pomme. Ok, j'ai pas pris la plus belle pomme qui existe, mais on s'en branle. Le truc c'est que la pomme ne bouge pas, et moi j'ai envie qu'elle fasse exactement le même mouvement que ma main. Eh bien je vais traquer ma main, pour ensuite créer un point qui aura exactement le même mouvement que ma main. Et maintenant, je vais pouvoir dire à cette pomme de suivre exactement le même mouvement que ce point. Bon, ensuite on peut rapetisser la pomme, la transformer en 3D, la choper, taper un croc dedans, mais ça nécessite encore quelques étapes. Ici, la pomme se déplaçait dans deux dimensions, à l'horizontale et à la verticale. À la verticale à l'horizontale. À l'horizontale à la verticale. Yes. Mais un point peut aussi être suivi dans trois dimensions, la verticale, l'horizontale et la profondeur, comme vous pouvez le voir ici. Mais le tracking sert surtout à une chose. Si on traque un certain nombre de points, notre logiciel va pouvoir recréer le même mouvement, mais cette fois-ci pas d'un objet, pas d'une main qui bouge, mais bien de la caméra qui filme la scène. Donc en clair, dans votre logiciel, vous allez avoir une caméra qui aura exactement les mêmes mouvements que votre caméra utilisée lors du tournage. Et quand on a ça, on peut ajouter tout ce qu'on veut à l'image, et comme par magie, les objets ajoutés vont avoir un mouvement cohérent, comme s'ils avaient été filmés par la même caméra. Alors c'est cool tout ça, mais quels objets on va bien pouvoir ajouter? Parce que télécharger une image de pomme sur internet c'est bien marrant, mais ça pue la merde. Et c'est là qu'on entre dans une prochaine étape. Le modeling, la modélisation en français. La modélisation, c'est là où nous allons créer les objets à inclure au devant de notre caméra 3D. Les designers vont dessiner puis sculpter des objets en 3 dimensions, allant d'une simple voiture à une ville entière. Ouais, une ville entière. Donc un décor quasi entier. Et c'est ce qui se fait beaucoup au cinéma, notamment pour agrandir un décor. Modéliser la suite d'un décor qui n'existe pas pour ensuite l'inclure au décor déjà existant, ça a un nom et ça s'appelle le matte painting. Ce qui veut dire en français peindre un décor. Et grâce à ce procédé, on peut par exemple obtenir l'immensité des architectures de Harry Potter. Objets, décors, véhicules, absolument tout peut être modélisé. Et y compris les personnages, les animaux et les créatures. Le souci avec les personnages et les animaux, c'est que c'est pas censé rester fixe. C'est censé être vivant, pouvoir se déplacer de manière naturelle.
visuel. Et c'est là qu'on entre dans l'étape de l'animation. Mais avant d'attaquer cette étape, il faut d'abord passer par une étape intermédiaire. Une étape que vous ne connaissez sûrement pas et qui se nomme le rigging. Lorsqu'on modélise un élément en 3D, l'objet en 3D est constitué d'une multitude de polygones. Or, ces polygones, il va d'abord falloir leur inculper une certaine logique avant de pouvoir les animer. Le rigging consiste à reproduire et intégrer un squelette à l'intérieur du corps du personnage ou de l'animal. Ça peut aller du simple squelette jusqu'aux muscles de l'animal, mais aussi jusqu'au visage du personnage. Grâce à ça, l'animateur 3D n'aura pas à se soucier de ces milliers de polygones, mais pourra se concentrer uniquement sur les mouvements de ces points précis qui représentent le genou, le bras, la main, la mâchoire, le sgeg, enfin vous avez compris quoi. Et ça n'est qu'après cette étape que l'animation entre en jeu. En déplaçant ces points un à un, le personnage ou l'animal va pouvoir commencer à prendre vie, à se déplacer, à agir. Ouais, l'animateur va devoir déplacer point par point, image par image, chaque membre du personnage pour pouvoir l'animer. C'est chiant, hein. Mais heureusement pour les animateurs 3D de notre époque, un procédé important va permettre de leur faire gagner un temps considérable. Vous avez sûrement vu passer ce genre d'images, que ce soit sur Twitter, Facebook ou en regardant des making-of. En fait, les acteurs ou les actrices qui portent cette tenue vont être filmés par plusieurs caméras puis remplacés par le personnage numérique. Mais c'est surtout leurs mouvements qui vont être transférés directement sur le squelette du personnage en 3D. Les points que vous voyez sur leur corps et même leur visage vont être traqués, puis chacun des mouvements de ces points vont être utilisés pour animer le personnage en 3D. Et hop, notre personnage en 3D prend vie et exploite exactement les mêmes mouvements de l'acteur qui portait le costume. Ce procédé s'appelle le motion capture, capturer le mouvement en français. Et il est souvent utilisé dans les films, dans les séries, mais aussi dans les jeux vidéo. Vient le moment où il va falloir donner un côté plus réaliste à tout ça. Parce qu'un gros bloc tout lisse qui se déplace, ben moi je paie pas 15 balles pour me taper ça au cinéma. C'est là que vient l'étape suivante, qui peut, comme chaque étape, intervenir bien avant. C'est la texture et l'ombrage de l'élément 3D. Bon, rien qu'avec son nom, vous avez compris en quoi ça consiste. Il s'agit ici de donner une couleur, un ombrage, une texture à notre personnage, notre animal, notre objet ou notre décor. Évidemment, dit comme ça a l'air simple, mais en réalité, texturer une surface en 3 dimensions pour qu'elle paraisse plus réaliste va bien au-delà de seulement peindre avec 2 ou 3 couleurs. Par exemple, le relief de la texture est pris en compte. Un humain ou un dragon n'a absolument pas la même peau, ni la même luminescence, ni la même réflexion. Chaque texture est différente et réagit différemment à la lumière. Donc oui, comme chacune de ces étapes, c'est un métier de savoir appliquer une texture. Et s'il faut appliquer la texture sur un animal, ben il faudra dessiner chaque poil, un par un. Je déconne, évidemment. Encore une fois, heureusement pour les infographistes de notre époque, des procédés se sont mis en place pour éviter de dessiner chaque poil d'un animal, ou d'animer le moindre cheveu d'une femme. On entre alors dans une nouvelle étape. Et ce procédé s'agit de simuler des particules. Les particules sont des éléments qu'on ne peut vraiment modéliser ni animer parce que si on s'amuse à le faire, ben elles ne paraîtront pas naturelles. Il n'y a qu'une animation aléatoire et chaotique qui peut les rendre réalistes. C'est le cas par exemple d'une explosion, ou bien des poils, des cheveux, des flammes, de l'eau, mais aussi lorsqu'il s'agit d'animer un grand nombre de personnages, comme dans une bataille par exemple. Ici le logiciel va aider à simuler chaque soldat pour créer quelque chose de bordélique, de chaotique, et donc de plus naturel, avant de pouvoir faire un premier rendu de ces éléments 3D. Pour les sortir en 2 dimensions, parce que le cinéma reste quand même un art en 2 dimensions, il manque une étape. C'est la lumière, l'éclairage de vos éléments numériques. Nous allons donc ajouter différentes lumières dans notre logiciel qui vont permettre d'intégrer encore mieux le personnage ou le décor dans notre prise de vue de base. Chaque élément va alors être éclairé comme s'ils avaient été éclairés par les mêmes projecteurs que sur le tournage. On y est, tous ces éléments existent, comme s'ils avaient été filmés par la même caméra, éclairés par les mêmes projecteurs. Les murs paraissent solides, les êtres vivants deviennent vivants, et leur texture nous donne l'impression de pouvoir les toucher. On se rapproche alors d'un résultat final et on passe au premier rendu, et puis au deuxième rendu. Et puis au 3e rendu. Et puis à 4e, et oui, c'est long. Parce que là, chacun de ces éléments sont rendus séparément. Un par un. L'animal, puis le personnage, puis les murs, puis la pomme. Et ça n'est qu'après tout ça qu'on arrive alors à cette dernière étape, où tous les éléments se retrouvent sur le même plan. Le compositing. Le compositing, c'est là où nous allons intégrer tous les éléments de la scène pour ensuite leur donner une dernière touche. Ajouter des éléments en 2 dimensions cette fois-ci, comme des écrans de fumée, du brouillard, du flou de caméra, retirer certains défauts, mais aussi ajouter certains défauts pour que ça paraisse plus réaliste, remplacer les fonds bleus ou verts pour y ajouter les décors, intégrer comme il faut les personnages, et pour ensuite livrer un rendu final, prêt à être étalonné, monté, bruité, doublé, enfin toutes les étapes de la post-production avant d'atterrir sur grand écran. Chacune de ces étapes nécessite beaucoup de travail et beaucoup de monde, même si aujourd'hui de nombreux outils existent pour nous faciliter la tâche et rendre ces effets numériques encore plus performants. Comme le motion capture, il y a d'autres outils tout aussi surprenants. On peut par exemple retrouver la preview en temps réel, c'est-à-dire que directement sur le tournage, le réalisateur peut tout de suite observer les effets visuels et pouvoir se projeter comme
ça, pour un réalisateur, c'est fabuleux. Et ça va même plus loin que ça. Sur certains films, notamment sur Ready Player One, on peut y voir Steven Spielberg avec un casque de réalité virtuelle qui lui permet de se projeter au milieu de son univers entièrement modélisé. Il y a aussi un procédé que j'aime particulièrement et dont je n'ai pas parlé. Il s'agit du motion control. Le motion control est souvent utilisé au cinéma, mais aussi dans les clips de musique. En fait, c'est une sorte de machine, un robot, qui guide une caméra, sauf que la caméra réalise un mouvement prédéfini. Et elle peut répéter exactement le même mouvement au millimètre près. Ce qui est ouf, c'est que ce robot, on peut lui dire de filmer une première scène quelque part, puis une seconde scène ailleurs, par exemple sur fond vert avec un personnage. Et vu que les mouvements sont parfaitement les mêmes, on n'a ni besoin de tracking, ni besoin de 3D, et on peut incruster une scène dans l'autre tout en ayant un mouvement de caméra. Je trouve ça juste exceptionnel, et je vais en acheter un tout de suite sur Amazon. Et 2 millions d'euros et annuler l'achat. Mais il existe tout de même des outils de motion control pour pouvoir faire des mouvements de gauche à droite, d'avant vers l'arrière, des simples panoramiques de caméra. C'est quand même un prix considérable, mais c'est pas 130 000 ou 1 million d'euros. En ce qui concerne la modélisation, aujourd'hui il vous suffit d'avoir un objet, une sculpture, un acteur ou une actrice, puis de le scanner et hop, la modélisation est faite et on peut tout de suite passer à la prochaine étape. On peut même réaliser un scan juste avec notre téléphone, en prenant plusieurs photos et à l'aide d'un logiciel, on peut reproduire la scène en 3 dimensions. Mais ce que je trouve dingue aussi, c'est que le tracking, la première étape dont je vous ai parlé, elle est devenue ultra accessible. Et vous l'utilisez très souvent. Vous pensiez que les filtres Instagram s'intégraient comment? C'est le tracking, cousine. Mais ce qui reste le best du best, c'est lorsque les effets spéciaux et les effets visuels s'ajoutent sur une même scène. Là, il est quasiment impossible de discerner le faux du vrai. Et cette méthode est toujours utilisée dans les films et les séries, comme dans Game of Thrones avec cette scène où ils ont tout de même reconstruit un lac entier. Mais bon, visiblement, les effets spéciaux ne servent à rien, étant donné que vous préférez la série Malcolm à Game of Thrones. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo et accéder à d'autres privilèges que je vous offre. Samedi prochain, on se retrouve pour un nouveau doublage et on enchaînera le lendemain sur Instagram et Twitter avec un nouveau tournoi qui risque de faire très mal. À samedi prochain. Ciao.